La lumière du porche clignotait toujours, comme autrefois, un tic dans le câblage que personne n'avait pris la peine de réparer. Je me suis arrêtée un instant au bas des marches, l'observant vaciller dans l'obscurité, espérant à moitié qu'elle s'éteigne pour de bon. Le gravier crissait sous mes bottes tandis que je montais, pas bruyamment, mais pas assez discrètement pour passer inaperçu. À l'intérieur, la chaleur était immédiate, presque étouffante. Des rires s'échappaient de la salle à manger, denses et mêlés à l'odeur de jambon glacé et de cannelle trop cuite. La table était encombrée de cartons nominatifs soigneusement placés devant chaque couvert, sauf un. Personne n'a levé les yeux quand je suis entrée, pas même mon frère, Rémi. La raison de cette réunion. Son uniforme de l'école militaire était impeccable, col droit, sourire éclatant, large. Une banderole était tendue au-dessus, bien fixée entre deux poutres, encadrée de bâillons rouges, blancs et bleus. Bienvenue à la maison. Lieutenant Rémi. Pas un mot, pas un regard, pas une chaise libre. Ma mère m'a vue. Elle a cligné des yeux, comme si elle venait de se rappeler que je pourrais me présenter. Puis a incliné la tête vers le porche. Il y a une chaise pliante à l'arrière, semblait dire ses yeux. C'était le même regard qu'elle m'avait lancé des années plus tôt. Quand je lui avais annoncé que je quittais l'école, comme si j'avais sali un sol propre, j'ai hoché la tête, lentement, délibérément. Puis j'ai ouvert la porte. L'air nocturne m'a accueilli comme un vieil ami au mauvais moment. J'ai traîné la chaise métallique à l'intérieur, les déplié dans un coin de la table, à moitié incluse, à moitié exclue. Personne n'a bougé pour faire de la place. Je me suis assis quand même. J'ai écouté pendant qu'il portait un toast à Rémi, à son potentiel de leader, à ses distinctions académiques, à son courage à 23 ans. Il souriait, avec grâce, inclinait légèrement la tête, comme s'il était né pour les applaudissements. Mon père m'a demandé si je faisais toujours ce boulot de sous-traitance. Avant que je puisse répondre, il s'est tourné vers Rémi et a commencé une anecdote sur des exercices sur le terrain, racontant comment le commandement l'avait distingué. Ma tante, déjà un verre à la main, s'est penchée et m'a demandé si j'étais toujours dans cette phase où je portais du noir tout le temps. J'ai souri, lui disant que certains uniformes n'existaient pas en couleur. Elle a ri, sans réaliser que je ne plaisantais pas. Plus tard, j'ai débarrassé des assiettes qui n'étaient pas les miennes, récupéré des fourchettes supplémentaires dans la cuisine et rempli les carafes d'eau. Personne n'a proposé d'aider, je n'ai pas demandé. Je bougeais avec la précision de quelqu'un habitué à ne pas être vu. Pourtant, chaque geste portait une tension, comme si je retenais quelque chose de trop grand pour être nommé. La douleur n'était pas nouvelle, mais ce soir-là, elle était assez vive pour faire saigner. Ils n'ont jamais demandé pourquoi j'avais quitté l'académie militaire de Westbrook. Pas vraiment. Ils se disaient entre eux que j'avais craqué sous la pression, que je n'étais pas fait pour le commandement. Ma mère blâmait ma sensibilité. Mon père parlait d'un manque de cran. Et mon frère ne disait presque rien. J'avais une bourse complète, les meilleures notes, un diplôme d'ingénieur et un dossier impeccable. Mais quelque chose s'était brisé en moi ce printemps-là, quelque chose que je ne pouvais nommer. Je me souviens d'être restée sous la douche du dortoir une nuit, habillée, l'eau froide coulant, essayant de ressentir quelque chose qui ne me fasse pas tressaillir. 3 semaines plus tard, j'avais disparu, du moins, c'est ce que les papiers disaient. En réalité, j'avais franchi la porte d'un bâtiment anonyme, sans un signe, et signé un contrat que je ne pourrais jamais encadrer, le genre qui n'apparaît ni sur un CV ni dans des documents de démobilisation, celui où l'on apprend à ne plus penser en termes de noms, mais de signaux. Mes dossiers ont été scellés. Mon fichier a été effacé du système de l'académie, ma carte d'étudiant supprimée, mon courriel nettoyé. C'était comme si je n'avais jamais existé, mais d'une certaine manière, cela semblait plus proche de la vérité que tout ce qu'ils avaient cru à mon sujet. J'ai été formée dans le silence, pas seulement physiquement, mais mentalement. On nous apprenait à rester immobiles dans des pièces qui semblaient nous observer en retour, à répondre aux questions sans jamais révéler ce que nous savions vraiment. La plupart des gens pensent que le renseignement, c'est le pouvoir, mais le vrai poids, c'est ce qu'on porte seul et qu'on ne peut jamais dire à voix haute. J'ai envoyé une lettre à la maison, courte, vague, signée de mon initiale, sans adresse de retour. Ma mère n'en a jamais parlé. Mon père a dit que c'était probablement du courrier indésirable. J'ai arrêté d'essayer, mais après ça, il y a eu des années où j'ai oublié comment être civile. J'ai vécu dans des bunkers, des complexes, des petits appartements dans des villes où l'on ne parlait pas français. J'ai appris 10 façons de disparaître
et 3 façons de mourir en silence. Je gardais une photo de ma famille glissée dans une carte pliée, pas pour le réconfort, mais comme une boussole, un rappel de l'endroit où ne pas revenir tant que je ne pourrais pas respirer à nouveau. Il y a eu des missions dont je rêve encore, pas parce qu'elles étaient violentes, bien que certaines l'étaient, mais parce qu'elles m'ont demandé de donner des parts de moi que je ne savais pas négociables, pas des morceaux de mon corps, mais des fragments de confiance, de dignité, d'identité. On ne les récupère pas même avec une habilitation. Parfois, j'imaginais ce qu'ils disaient de moi, que j'avais abandonné, que je m'étais perdue. Peut-être que j'avais trouvé un boulot de serveur. Je les ai laissés penser ça, je les ai laissés croire que j'avais renoncé, que je n'avais pas tenu le coup. Parce que s'ils connaissaient que la vérité, ils pourraient te poser des questions. Et les questions mènent à l'exposition. L'exposition met des vies en danger. J'ai porté des noms qui n'étaient pas les miens. J'ai été dans des pièces où je devais prétendre être moins que ce que j'étais. Tout ça pour protéger des choses que ma famille ne verrait jamais. Je n'avais pas besoin qu'ils sachent, j'avais juste besoin qu'ils soient en sécurité. La partie la plus dure n'était pas d'être effacée, c'était de réaliser que personne ne l'avait vraiment remarqué. Pas vraiment. Ils ne m'ont pas cherché. Ils ont rempli ma chaise avec quelqu'un d'autre. Peut-être que je n'ai jamais été tangible pour eux au départ. Mais je suis restée. J'ai servi. J'ai tenu le serment que je n'ai jamais pu prononcer en public. Et ça compte plus que n'importe quel diplôme ou cérémonie. Ils m'ont traité de lâcheur, mais je n'ai pas abandonné. Je suis juste passée dans l'ombre, le soleil perçait à peine le brouillard quand je suis arrivée à la base. L'air portait encore cette morsure sèche du petit matin, mêlée de sable et de vieilles sueurs. J'ai garé ma voiture à l'extrémité du parking et me suis dirigée discrètement vers les gradins. Personne ne m'a remarqué. Juste un autre observateur civil avec un badge neutre accroché à mon col. Une veste sombre, les cheveux tirés en arrière. La section des invités n'était pas bondée. Quelques sous-traitants. Un administratif somnolent avec un porte-bloc. 2 parents en souhaitent sa sortie de l'école militaire. J'ai pris place au 2e rang, discret. En bas, sur le terrain, les recrues étaient alignées en quinconce, leurs bottes claquant en rythme. Les voix étaient nettes, entraînées mais incertaines. J'ai scruté la formation jusqu'à ce que je le voie. Rémi, mon frère, sa posture était carrée, son expression sérieuse, son maintien tendu. Il ne ressemblait plus au garçon qui m'avait défié de manger de la terre dans le jardin, il semblait prêt à prouver quelque chose. Le sergent instructeur Moreau arpentait devant eux, un homme trapu à la voix d'acier, aboyant des ordres qui tranchaient dans le vent. Ce nom me disait quelque chose, une légende dans les académies de formation. Réprimandé un jour par un major pour un salut mal exécuté, il a lancé un appel. Les lignes se sont ajustées, chaque mouvement précis comme une lame. Je regardais, silencieux, immobile, et puis c'est arrivé. Moreau s'est arrêté net, ses yeux ont balayé les gradins, scrutant, éliminant. Puis ils se sont posés sur moi, une pause. Pas un bruit, son corps s'est raidi, son visage indéchiffrable, puis dans un mouvement si rapide et précis qu'il a fait sursauter les oiseaux au-dessus. Il s'est tourné vers moi, s'est immobilisé et a levé la main dans un salut parfait. Général, le mot n'a pas été crié, mais il a tranché l'air comme un ordre. Chaque cadet s'est figé, un fusil est tombé au sol, celui de Rémi. Il m'a fixé, bouche bée, le regard verrouillé sur moi. Le silence s'est étiré, englobant chaque personne sur ce terrain. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Je me suis levée, calme, impassible. Moreau a rendu le salut. Avec l'autorité discrète de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois dans des lieux imprononçables, Moreau a hoché la tête, une fois, est retourné dans la ligne et a aboyé pour que les exercices reprennent. Ils l'ont fait, mais l'énergie avait changé. Des regards se sont tournés vers moi, puis détournés. Des murmures ont couru comme un courant dans les rangs. Personne ne savait qui j'étais. Mais maintenant, il voulait le savoir. J'ai surpris Rémi qui me regardait, mêlé de confusion, de reconnaissance, d'incrédulité naissante. Il n'a pas bougé, juste fixé, comme si le sol sous ses pieds avait bougé et qu'il était le seul à le sentir. Je me suis rassis, j'ai croisé les mains sur mes genoux. J'ai regardé le reste de l'exercice comme si rien ne s'était passé, mais tout avait changé. Je n'étais plus invisible, ni pour eux, ni pour lui. L'alerte est arrivée juste après minuit. Une vibration silencieuse sur un appareil enfoui sous des chemises pliées dans mon sac, l'écran éclairé par une seule ligne rouge. Brèche détectée, protocole ambre activé. Mon estomac s'est noué.
Je n'avais pas vu cette interface depuis des années. Elle était censée être désactivée, effacée avant mon retour en métropole. J'ai saisi l'appareil, tapé l'annulation et ouvert le rapport. Bien, Dedebar. Origine de l'accès, interne. Correspondance, Hox Alpha. Je me suis figée. Ce code d'habilitation n'avait pas été utilisé depuis que j'avais quitté le terrain. Il était retiré, brûlé. Le système ne signalait pas seulement une brèche, il me signalait, moi, comme la source, comme la menace. Mes mains ont bougé plus vite que mes pensées. J'ai tracé le chemin numérique, décrypté la chaîne d'accès. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Le déclencheur venait d'un appareil émis des années auparavant, une unité de terrain modifiée que j'avais utilisée en simulation, la même que j'avais cachée dans le sac de Rémi l'année dernière, déguisée en tracker de fitness. Il n'a jamais su. C'était un geste silencieux, une dernière couche de protection au cas où quelque chose tournerait mal. Maintenant, ça mettait le feu à tout. J'ai vérifié les journaux à nouveau. Pas encore d'exfiltration de données, pas de signaux externes, juste l'alerte, mais c'était suffisant. Si le commandement conjoint voyait ça avant moi, je serais sous examen complet à l'aube. Mon habilitation serait gelée, mon équipe exposée. Chaque mission que j'avais enterrée serait mise au jour. La partie rationnelle de moi disait de le signaler, de le marquer comme un accès accidentel, traçable à un civil, mais ça signifiait le nommer. Rémi, mon frère, il ne savait pas ce qu'il avait fait. Il ne pouvait pas savoir. Je l'imaginais ouvrir le boîtier par ennui, peut-être par curiosité, parcourant des écrans qu'il ne comprenait pas, et je savais une chose avec une clarté terrifiante. Si ça atteignait le mauvais terminal, il serait vu comme une responsabilité. Au pire, une fuite. J'avais des secondes, peut-être des minutes. J'ai pris le risque. J'ai initié un confinement silencieux, activé un nœud de quarantaine locale pour retarder la diffusion du système, masquer l'accès sous mon propre identifiant, nettoyer les métadonnées et rediriger le fichier. Ça ne tiendrait pas éternellement, mais ça gagnerait du temps. Dehors, la base était calme, à l'intérieur. Tout ce que j'avais passé ma vie à protéger était à 2 doigts de s'effondrer. Je ne savais pas encore ce que je lui dirais. Mais je savais une chose, il ne porterait pas le chapeau. Pas pour moi, pas pour ça. L'écran pulsait avec un compte à rebours. Je savais ce qui suivrait si je ne bougeais pas vite. La sécurité interne balayerait la signature et l'alerte atteindrait tous les terminaux de renseignement dans l'heure. J'ai redirigé la trace via un ancien nœud fantôme, un que j'avais construit des années auparavant lors d'un exercice conjoint en Estonie. Il n'était plus sur aucun réseau actif. Juste un espace mort sur une partition enfouie, mais ça m'a donné un tunnel, juste assez large pour respirer. Mon accès était encore intact, à peine. J'ai entré l'annulation, contourné manuellement l'examen formel et forcé une confirmation silencieuse qui mettait le déclencheur en quarantaine. C'était comme enfiler une aiguille avec des mains tremblantes. Mais ça a fonctionné. Le signal est mort. Rémi se tenait à la porte, son visage était pâle, ses yeux écarquillés. Je n'ai pas demandé comment il avait compris. Il tenait l'appareil dans sa main comme s'il avait des dents. Il a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai coupé. Je lui ai dit que c'était réglé, que rien n'avait atteint le commandement, qu'il devait oublier que ça existait. Il n'a pas hoché la tête, il n'a pas discuté. Il m'a juste regardé comme s'il ne m'avait jamais vraiment vu auparavant. Comme si les histoires que notre famille racontait à mon sujet s'étaient fissurées et que quelque chose d'autre en était sorti. Je suis retournée au terminal sécurisé et j'ai effacé le journal d'accès avec précision, chaque écho, chaque fragment. Si jamais il faisait un balayage profond, peut-être que quelqu'un poserait des questions, mais d'ici là, la piste serait trop froide pour compter. Il m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas simplement dénoncé, pourquoi je n'avais pas laissé le système prendre le relais. Je n'ai pas dit grand-chose, juste la vérité, que j'avais construit ma carrière en nettoyant des erreurs qui n'étaient pas les miennes. Une de plus ne me tuerait pas. Il a fixé le terminal, les lignes de code que je naviguais sans réfléchir. La façon dont mes doigts savaient quoi faire avant moi, un silence s'est installé entre nous. Pas gênant, pas vide, l'autre, mais honnête, c'est là que j'ai su qu'il comprenait. Pas tout, pas encore, mais assez pour sentir le poids que je portais. Et peut-être, pour la première fois, il voulait aider à le soulever. La salle était fraîche et silencieuse, conçue pour la délibération, pas pour les cérémonies. J'étais assis face au panel, leurs uniformes impeccables, leurs expressions indéchiffrables.
Un dossier Kraft était posé au centre de la table, épais de papier et d'implications. Ils m'ont dit que les accusations avaient été abandonnées. La brèche avait été tracée, les intentions confirmées. Mon dossier avait été restauré. Un officier supérieur s'est raclé la gorge et a prononcé les mots lentement, comme s'il savait déjà ce que j'allais dire. Nous aimerions officialiser cela. Reconnaissance. Niveau national. Débriefing public. Considération pour une médaille. Des interviews. Si vous êtes d'accord, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le dossier, mon nom imprimé en noir. Net. Pendant un instant, j'ai laissé mon esprit imaginer à quoi cela ressemblerait-il d'avoir mon histoire racontée, pas seulement murmurée dans des rapports codés ou enfermée dans des disques cryptés, mais dite à voix haute, une salle d'inconnus applaudissant, des visages hochant la tête, quelqu'un disant « Enfin, elle a fait quelque chose qui comptait ». Puis j'ai pensé à Stanton, à Élise, à Jacques, des visages qui n'existent que sur des photos non identifiées et des sauvegardes cryptées. Des noms qui vivaient dans des espaces à habilitation restreinte et des archives secrètes. Certains étaient encore là dehors, d'autres non. Mais tous m'avaient fait confiance pour plus que des missions. Ils m'avaient fait confiance pour disparaître avec eux. J'ai posé une question. Si je disais oui, leur nom serait-il exposé? Cette reconnaissance se ferait-elle au prix de les mettre en lumière? La salle s'est tue. L'un des officiers de liaison a baissé les yeux, un autre a tapoté un stylo sur un carnet. Finalement, quelqu'un a dit le mot que j'attendais. Risque. Alors j'ai dit non. Je n'avais pas besoin d'une cérémonie. Je n'avais pas besoin de mon nom gravé dans la pierre. Ils ont proposé de publier une déclaration, clarifier la brèche et restaurer mon image. J'ai secoué la tête. Si je dois entrer dans la lumière, je dis que ce soit pour la vérité et pas pour le pardon. Je n'ai pas besoin que le monde sache que j'avais raison. J'ai besoin que les gens avec qui j'ai servi restent protégés. L'un des officiers a hoché la tête lentement, pas en accord, en compréhension. C'était suffisant. Quand je suis sortie de cette salle, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la fierté, pas du soulagement, de la paix. Une paix lourde et silencieuse. Celle qui vient de savoir qu'on est resté fidèle, même quand ça a coûté tout ce qui ressemblait à du succès. Il y a une forme de force qui ne demande pas à être vue. Elle se manifeste encore et encore, même quand personne ne regarde, même quand ils oublient que vous étiez là. Et j'ai appris quelque chose dans toutes ces années de silence. Certaines batailles se livrent dans l'ombre et certaines victoires ne résonnent jamais. Mais cela ne les rend pas moins réelles. La piste vibrait du grondement sourd d'un avion de transport en attente. La poussière s'élevait en petits tourbillons le long du tarmac, captant la lumière du matin. Mon sac était déjà chargé. Mes ordres étaient scellés, juste une autre mission dont personne ne parlerait plus tard. Rémi se tenait à quelques mètres, pas d'uniforme, juste une veste simple et le poids de ce qu'il comprenait maintenant. Il n'a pas dit grand-chose. Il s'est avancé, a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite boîte à l'intérieur. Une épingle, pas réglementaire, pas officielle. Juste un morceau de métal lisse en forme d'aiguille de boussole. Je l'ai reconnu immédiatement. Un symbole discret, échangé entre ceux qui choisissent les gens plutôt que les médailles. Il me l'a tendu sans un mot. Je l'ai tenu dans ma paume, laissant son poids s'installer. Puis il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il a salué, pas par obligation, pas à cause d'un grade, juste par respect. Je n'ai pas rendu le salut. Je me suis avancée et l'ai serré dans mes bras. Rapide, solide. Pas besoin de plus. Avant d'embarquer, j'ai glissé une enveloppe dans la poche latérale de son sac. Elle était scellée. Son nom était écrit à la main. Je savais qu'il attendrait pour l'ouvrir. J'espérais qu'il n'en aurait besoin que s'il oubliait qui il était. Les marches grinçaient sous mes bottes, l'avion frémissait, attendant. Je me suis retournée une fois. Il était toujours là, une main posée sur le sac, l'autre légèrement serrée à ses côtés. Pas de public, pas de caméra, juste nous. Dans le cockpit, je me suis attachée. J'ai sorti une vieille photo, la seule que je portais encore, mon première équipe. Des visages floutés par la neige et la distance. Odos, les mots que j'avais écrits il y a des années. L'honneur vit dans le silence. Continue à marcher. Et je l'ai fait.